autre sens. Métaphysique du devenir, ouvrage posthume d'Eugène Minkowski, nous introduit d'une certaine manière au cœur de l'écriture philosophique et de l'écriture de la psychopathologie, telles qu'il les a conçues et affinées tout au long de son œuvre. Celle-ci se caractérise en effet par une attention de chaque instant aux mots et aux métaphores qui décrivent et qualifient la dynamique de toute existence, par une recherche du sens, sédimentée au gré des expériences de la vie de la conscience, enfin par une rencontre, sur le fond de laquelle prend corps cette écriture. Une rencontre interpersonnelle, à l'œuvre dans la relation clinique comme dans toute relation, appelée à révéler la solidarité interhumaine. Attention, recherche, rencontre, trois modalités de l'humain en l'homme qui sont fidèles à l'idée que Minkowski se fait du philosopher. Je le cite, « Philosophie, le terme même fait peur parfois. Il semble évoquer un domaine dans lequel il est préférable de ne pas s'aventurer, à tel point que pareille entreprise paraît pleine d'embûches. Pourtant, le besoin de se pencher sur le sens de la vie est, comme nous l'avons vu, si profondément ancré dans l'être humain qu'il en fait un philosophe né. Philosophie naïve si l'on veut, mais philosophie quand même, et à la portée de tout un chacun au fond. » Fin de citation. Ainsi, jusqu'aux derniers instants de son existence, Minkowski s'emploie à rester fidèle à cette vocation de la pensée qui est aussi une exigence d'humanité. Philosophie de l'humain, travailler dans la chair de son humanité et de son affectivité, qui le conduit à renverser le dépassement contemporain de la métaphysique et de ses objets traditionnels que sont le moi, le monde et Dieu, afin de nous offrir ce que nous pourrions appeler une métaphysique du dépassement. Dépassement au sein de la relation à soi-même, au monde comme à Dieu, dépassement caractéristique de l'élan vital et du processus d'intégration et de transformation qui signe l'individuation personnelle. Revenant au geste fondamental de la philosophie et à une interrogation profonde sur le sens de la vie, Métaphysique du devenir nous montre ainsi son souci de tenir ensemble et d'articuler à nouveau l'élan vital sous la forme de l'attention, l'élan poétique et créateur sous la forme de la recherche et l'action éthique sous la forme de la rencontre, décrit dans les premiers ouvrages des années 30 et notamment dans Le temps vécu et Vers une cosmologie. Comment Minkowski articule-t-il et reprend-il ces trois dimensions de l'existence dans Métaphysique du devenir ? Je souhaiterais, dans le cadre de cette conférence, vous proposer l'hypothèse ou la clé de lecture suivante. La problématique du sens de la vie, explicitement nommée à plusieurs reprises dans le manuscrit, et les variations opérées sur les notions de sens et de signification, comme sur le phénomène de la vie, permettent à l'auteur de proposer une conception phénoménologique de l'intériorité qui donnerait à voir la dynamique du devenir et de l'élan vital. En cherchant à réhabiliter les notions d'âme et de vie spirituelle, que l'on pensait dépasser avec la métaphysique classique, ou dans le meilleur des cas reléguées dans les tiroirs des ontologies régionales de la philosophie de la religion, Minkowski nous propose assez explicitement une voie de sortie du pragmatisme et du rationalisme morbide qui contamine la philosophie comme la psychologie de son temps qui est bien malheureusement encore le nôtre. Cette entreprise philosophique n'a rien de marginal ou d'anodine. Elle rejoint en main point les interrogations et les réflexions des penseurs qui ont influencé l'auteur, comme Bergson ou Lavelle, et ne sont pas sans faire écho aux écrits désormais connus du dernier Husserl sur les problèmes limites de la phénoménologie, ou au carnet récemment publié de Patočka, qui accorde une large place à ces questions, et notamment à la reformulation phénoménologique de l'intériorité à partir d'une pensée cosmologique. M'inscrivant dans le thème de cette journée d'études, psychologie et métaphysique, il s'agira en ce qui me concerne d'essayer de prendre au sérieux cette interrogation philosophique sur le sens de la vie et son intériorité, à travers une réflexion qui prendra pour point de départ, mais aussi d'arrivée, cette citation de Minkowski. Je le cite, « S'interroger sur le sens de la vie, n'est-ce pas déjà lui en attribuer un, comme nous l'avons dit à maintes reprises ? La vie dénuée de tout sens n'est point une marche aveugle sans but ni raison, mais n'est plus vie du tout. Le sens de la vie n'est pas ainsi un simple but pragmatique à atteindre. Le sens de la vie a un tout autre sens. Et si à l'occasion il peut être remis en question, ce fait nous ramène à l'interrogation dont nous venons de parler et qui, comme nous le disions, se porte garante de l'existence de ce sens, du sérieux de la vie, de l'impératif qui nous prescrit de la prendre au sérieux. Il est clair maintenant que le sens de la vie relève directement de notre spiritualité,
c'est-à-dire que c'est une tendance, une marche, une aspiration vers. Fin de citation. Mon intervention se déroulera en 3 temps. Dans une première partie, je montrerai en quoi le dépassement de ce que Minkowski appelle le rationalisme morbide se retrouve en ces pages, non plus seulement dans son versant critique et clinique, mais aussi dans un sens proprement phénoménologique et métaphysique, ouvrant la voie à la possibilité même d'une élaboration cosmologique, ontologique et spirituelle de la question du sujet. Dans une deuxième partie, je tâcherai de montrer quel est le sens que Minkowski donne alors à la vie dans Métaphysique du devenir, puisqu'il affirme par ailleurs que toute interrogation sur le sens de la vie est déjà une réponse à celle-ci. J'essaierai de montrer que la caractérisation phénoménologique et cosmologique de l'élan vital et de l'incarnation en fait une condition de possibilité de la solidarité interhumaine et partant une condition de possibilité de l'horizon de sens de toute communauté. Communauté je-tu dans la rencontre clinique, jusqu'à la communauté humaine universelle et potentiellement sa communion spirituelle en Dieu, comme Minkowski l'esquisse en ses dernières pages. Enfin, dans une troisième partie que j'intitulerai volontiers Minkowski contre Minkowski, je questionnerai les points de suspension de cette psychologie métaphysique, il s'agit du sous-titre de l'ouvrage, à la recherche d'eux, en interrogeant notamment le télos de l'individuation personnelle ici en jeu. Je m'interrogerai donc pour finir sur la possibilité d'un tout autre sens de la vie, précisément enraciné dans le dynamisme de la vérité qui s'y déploie et qui part de l'intériorité. Comme l'écrivait Minkowski, à côté de la vérité scientifique vient se ranger la vérité humaine. Première partie, dépasser le rationalisme morbide en philosophie comme dans la vie. Les 3 premiers ouvrages de Minkowski, que sont La schizophrénie, Le temps vécu et Vers une cosmologie, déploient un changement de paradigme dans l'approche des troubles psychiatriques. Comme l'explique Minkowski, il ne s'agit plus de constituer une nosographie psychiatrique en étudiant ce qui est pathologique dans le psychologique, mais plutôt d'étudier toujours plus précisément, à partir d'une méthode d'inspiration phénoménologique et existentielle, mais aussi de l'influence des écrits de Bergson sur l'élan vital, une psychologie du pathologique. Autrement dit, il s'agit d'élaborer une psychopathologie qui étudie les maladies psychiatriques pour elles-mêmes et comme manière d'être au monde du sujet, et non plus à partir d'un critère de normalité qui servirait de cadre de référence ou bien encore d'une approche organique et physiologique de la santé mentale dont il conviendrait d'appréhender les variations statistiques ou d'étudier le mécanisme. Le projet de Minkowski est tout autre, comme il le rappelle à la fin de sa vie dans le traité de psychopathologie. Je le cite, « J'ai voulu écrire une psychopathologie, c'est-à-dire que je me suis attachée en premier lieu à ce qu'il y a de psychologique en elle, comprenait du domaine du mental et du spirituel, d'un rapport de sens. Une situation paradoxale au premier abord en a résulté, les données neurobiologiques se sont trouvées reléguées à l'arrière-plan, comme si elles n'existaient point. Loin de moi la tendance à suspendre le psychique dans le vide, je crois seulement que le psychique trouve son fondement non uniquement dans les relations organo-psychiques, mais encore dans les primitives et fondamentales relations interhumaines. » Fin de citation. Cette insistance sur le psychologique, défini comme rapport de sens, sur le contact vital avec la réalité et sur les relations avec autrui, caractérise la psychopathologie de Minkowski et l'ancre dans une dimension anthropologique qui excède la simple considération de l'homme comme réalité psychophysiologique. Ce rapport de sens est hanté dans ce que Minkowski nomme l'élan vital. Son analyse du rationalisme morbide fait précisément état d'une dissociation entre ce rapport de sens et son enracinement vital, si le raisonnement obéit uniquement à la logique abstraite de l'esprit de géométrie et se sépare d'une forme de syntonie avec le monde. Comme le montraient ses analyses sur la schizophrénie, le rationalisme morbide n'est pas un irrationalisme ou une perte de la raison ou de toute logique. Mais cette forme de rationalité est détachée de son soupassement thymique, affectif et vital, du contact vital avec la réalité. Soubassement par lequel ce qui fait sens pour le sujet fait sens également pour autrui et de ce fait devient communicable. On comprend dans cette optique la valorisation de l'usage des métaphores qui opèrent alors comme des catégories vitales et cosmo-anthropologiques. La priorité métaphorique affirmée par Minkowski pour l'écriture de sa psychopathologie manifeste une vision anthropologique du soin qui excède tout réductionnisme biologique ou organique pour s'attacher à la description du vécu,
en prêtant attention à sa source corporelle et esthétique au sens littéral du terme, c'est-à-dire à son enracinement dans une certaine manière de sentir le monde et de s'inscrire dans une dynamique d'accomplissement anthropocosmique. Cette critique du rationalisme morbide en psychologie comme en philosophie perdure dans l'écriture de Métaphysique du devenir, puisque l'anthropologique est l'objet même de la psychologie métaphysique, comme il aime à l'appeler, qui se dessine dans ces pages. Quelques années auparavant, dans l'avant-propos de son traité de psychopathologie, Minkowski rappelait le fondement anthropologique sur lequel s'appuie la rencontre clinique et duquel procède l'élaboration de sa psychopathologie. Je le cite, « La psychopathologie que nous traçons est une psychopathologie à deux voies, elle procède de la rencontre humaine. » Fin de citation. Comme je l'indiquais en introduction, cette réflexion sur ce qui fait sens dans la vie, ou plus généralement sur le rapport entre le dynamisme vital et le sens, n'est pas spécifique à Minkowski, puisqu'elle s'inscrit dans un débat philosophique et épistémologique qui traverse le XXe siècle. En effet, l'opposition au rationalisme morbide et la valorisation d'un sens immanent au dynamisme vital, c'est-à-dire finalement l'affirmation d'une coextensivité entre le sens compris comme signification et le sens compris comme orientation, animait déjà les débats entre Bergson et Politzer. Comme le rappelle Frédéric Worms, je le cite, « Tout se passe d'abord comme si une opposition d'abord extérieure entre la vie et autre chose qu'elle-même se réfractait à l'intérieur de la question même de l'expérience de la vie, ou bien plus encore, révélait aussi une tension intérieure qui pourrait bien conduire à penser la vie elle-même comme une tension irréductible et si l'on veut ultime ou première. » Fin de citation. Il existe ainsi une tension interne au concept de vie lui-même qui procède de cette polarité inhérente au concept de sens et dont les deux termes sont l'orientation et la signification, le télos du devenir et l'unité de sa compréhension. C'est sur fond de cette querelle du vitalisme, il me semble, que l'on doit comprendre cette discussion sur le sens de la vie reprise par Minkowski. Premièrement, le télos du devenir a une toute autre signification et unité de compréhension que celle que lui donne le rationalisme morbide. Deuxièmement, l'unité de la signification de la vie procède d'une toute autre orientation que celle que lui donne habituellement la psychologie et la métaphysique classique. Minkowski résout cette tension en intériorisant le rapport entre vie et sens au sein d'une dynamique, ou plutôt d'une dynamis, d'une force spirituelle qu'il conçoit comme étant le propre de l'humain. L'humain étant alors cette force que l'homme reçoit de la source de vie qui lui permet de résister au morbide en l'homme. L'anthropologique devient alors une catégorie ontologique, non au sens d'une ontologie régionale qui réifierait l'homme comme entité psychobiologique, mais plutôt dans le sens métaphysique d'un horizon qui restitue à l'humain la vocation éthique et universelle de son existence et de son engagement dans le monde. Le pathologique recouvrirait alors tout ce qui viendrait faire obstacle à cet épanouissement de l'humain dans la solidarité interhumaine. On voit ainsi toute la portée de la pensée de Minkowski, non seulement pour la psychologie ou la métaphysique, mais aussi pour la réflexion éthique et politique. Métaphysique du devenir étant comme d'autres textes parsemés à cet égard de remarques savoureuses qui demanderaient un traitement à part entière. Revenons donc à cette anthropologique qui ancre et incarne le sens de la vie. Comme l'écrit Minkowski dans l'avant-propos du traité de psychopathologie, je le cite, « Je ne pense pas pour ma part qu'on puisse fonder la psychologie et la psychopathologie uniquement sur des données individuelles qui par la suite seraient généralisées, c'est-à-dire étendues à l'ensemble des individus. C'est pour cette raison également qu'il m'est difficile de me borner à parler de psychisme dit encéphalique ou de psychisme cortical. Ces données, pour importantes qu'elles soient, viennent se placer dans le cadre beaucoup plus large de la vie telle que primitivement elle s'offre à nous. Là, l'anthropologique pourrait être considérée comme donnée première, la plus immédiate parmi toutes, irréductible de ce fait à d'autres, venant se substituer ainsi au psychique, toujours quelque peu ambigu et équivoque. À condition évidemment de ne pas identifier de nouveau l'anthropos à une unité isolée, au moi et à l'autre ou aux autres, mais de ne pas perdre de vue qu'il trouve sa raison d'être dans la primitive coexistence, ou pour le dire autrement, dans la primitive solidarité interhumaine, cette solidarité débordant largement en profondeur tout autant le plan sociologique que biologique. En ce sens, cette psychopathologie veut être une psychopathologie humaine ou anthropologique, comme nous l'avons indiqué déjà. Fin de citation. La méthode philosophique et psychologique en est alors bouleversée,
puisqu'il s'agit précisément de ne pas chercher à objectiver le monde. Nous ne possédons point dans cette perspective d'organe d'objectivation absolue, nous ne saurions d'ailleurs qu'en faire, écrit Minkowski dans Métaphysique du devenir. Il s'agit plutôt de frayer un chemin vers l'humainement commun, qui se nourrit de l'intimité de la vie et du monde, et en cela la phénoménologie est plus appropriée pour dépasser le rationalisme et ses avatars, en ce qu'elle recherche conjointement et solidairement le sens de la vie et la vie du sens. Contre l'introspection qui réifie le regard et le centre sur l'ego, en postulant une sphère close et séparée du monde, l'intériorité est le nom de cette ouverture qui affleure à même l'élan vital pour creuser en lui l'espace vécu qui rend possible toute rencontre, celle du monde, celle d'autrui, voire même celle de Dieu. J'en viens à ma deuxième partie. Ce chemin vers l'intériorité de la vie permet de recouvrir son fond anthropologique au sens que Minkowski donne à ce terme, sans pour autant le réifier. Tout au contraire, il s'agit non seulement de faire droit au mouvement de la vie, une vie qui est en marche et qui n'a point de surplace en elle, nous dit-il, mais aussi de percevoir la coextensivité du chemin et de son but, dès lors que ce chemin est en lui-même la voie d'une individuation qui s'accomplit dans le dépassement éthique de soi. Nous y reviendrons. Plus encore, la perception de cette intériorité universelle à la vie elle-même est la condition de possibilité du singulier et du prix accordé à chaque vie, en toute rencontre. L'en marche de la vie, telle que la conçoit Minkowski, ne piétine pas, jamais, la dignité et la singularité de chaque personne pour bâtir un édifice qui les effacerait toutes. Tout au contraire, le singulier pour Minkowski n'a pas le sens d'un un parmi tant d'autres, mais comme il l'écrit, il met en relief, nous dit-il, le prix inestimable d'une vie humaine, de toute vie humaine, dont le sens se révèle également dans l'expérience de la souffrance et de la solidarité qu'elle appelle et permet. Minkowski revient à maintes reprises sur cette en marche qui caractérise le devenir et qui rejoint l'être humain en le tendant vers l'avenir. Mais il s'agit d'un avenir vécu comme tel dans le présent de l'action, et non d'une borne indéfinie séparant à jamais l'être humain de sa plénitude et de son épanouissement. L'avenir serait donc cette intériorité du temps vécu qui empêche l'être humain de sombrer devant l'extériorité des faits passés, cet élan qui l'ouvre à une bienheureuse indétermination, élan qui fonde sa confiance dans la vie et permet son engagement. Les belles analyses de Minkowski sur le repentir et la responsabilité illustrent une telle compréhension incarnée de la dynamique du devenir et du rapport existentiel et éthique à une temporalité vécue. Le repentir n'annule pas la faute commise, comme dans une conception aussi infantile qu'infantilisante qui conduirait à penser qu'on pourrait effacer le passé. Je cite Minkowski, « Le repentir, au lieu d'être un simple geste réparateur, ne s'imprègne de spiritualité, ne devient un acte relevant de l'esprit, qu'à partir du moment où il comporte le mouvement d'élévation. On n'échappe point au malin qu'est l'esprit de géométrie. Le repentir s'adresse au passé. Il est un des phénomènes qui fondent le passé vécu. Certes, il ne peut défaire ce qui a été fait. Personne, Dieu lui-même, ne saurait le faire. Sur ce passé, pourtant, sans l'effacer dans sa réalité, le repentir œuvre. Il a pour but d'ouvrir à nouveau la route vers l'avenir, que pour un temps, l'action dont on se repent est venue barrer. Ainsi se présente le passé, dans sa portée vécue et morale. » Fin de citation. L'esprit de géométrie infantilise, là où la dimension proprement spirituelle élève en responsabilisant le sujet par la reconnaissance du passé et l'assomption de l'erreur ou de la faute. Ce primat de la responsabilité sur une liberté illusoire qui consisterait à croire que l'on pourrait repartir de zéro dès lors qu'on changerait la date ou le lieu, prend racine de la conscience vitale, de la force d'élévation et d'aspiration qui fonde toute vie et la déploie. Je cite Minkowski, « Vivre, être en vie et vivre sa vie, la vivre aussi pleinement, aussi humainement que possible. Ces deux sens du terme vie ne sont guère identiques, chacun d'eux ouvrant une perspective qui lui est propre. » Fin de citation. Perspectives qui se croisent et se rejoignent dans les trois modalités de la tendance vitale, de la marche existentielle et de l'aspiration spirituelle et éthique. La question du sens de la vie rejoint alors la question du sens du vécu de la conscience et de la manière dont le sujet se rapporte à lui. Ce double questionnement était déjà au cœur des analyses de Minkowski sur la schizophrénie. En effet, le sens vécu par le malade renvoie à sa relation au monde, à son existence parmi une communauté de sujets. Le sens, dans son acception phénoménologique, ne renvoie donc pas à un ensemble de qualités ou de significations, mais au sens d'être du sujet lui-même en tant qu'être au monde et avec d'autres.
C'est l'élan vital qui donne son sens au devenir, et on comprend dès lors à quel point la perte du contact vital avec la réalité est également une perte de sens, au double sens de la compréhension et de l'orientation. Je cite Minkowski dans Le temps vécu. Le devenir charrie des flots puissants, mais gris et chaotiques, submergeant tout sur leur passage. Ce n'est qu'à partir de l'élan vital et par lui que le devenir tout entier devient irréversible et commence à avoir un sens. Fin de citation. Ce dynamisme de l'élan vital, au fondement du devenir, nuance néanmoins l'usage du mot commencement, comme s'il s'agissait là de deux moments séparés. La présence et l'activité de la vie d'une part, le sens sur laquelle je m'appuie pour m'élancer vers l'avenir d'autre part. Non, Minkowski réaffirme dans Métaphysique du devenir ce qu'il affirmait dans Le temps vécu, à savoir, je le cite, « L'avenir et l'élan vital sont si intimement liés l'un à l'autre qu'ils ne font qu'un. C'est l'élan vital qui nous dévoile l'existence de l'avenir, qui lui donne un sens, qui l'ouvre et le crée devant nous. Cet avenir au sujet duquel nous arriverons à savoir peut-être quelque chose, bien peu de choses d'ailleurs, un jour. L'élan vital ne se laisse point réduire à une quelconque volition ou à une tendance dirigée vers un but précis, ni non plus à une somme de pareilles volitions ou de pareils buts qui viendraient s'échelonner dans le temps. Il est au-dessus de ces faits, isolés, et tout en présidant à leur naissance, il cherche encore, il cherche toujours, le but ou les buts par lesquels il arrivera à déposer quelque chose de concret sur son chemin. C'est pourquoi il ne s'épuise pas dans les buts atteints. » Fin de citation. En d'autres termes, l'élan vital est comme la trace d'une totalité non totalisée à la source de toute vie humaine et qui en commande la dignité. Cette source est à la fois le tout dans lequel se fonde la solidarité interhumaine, au sein de laquelle nous nous rencontrons dans nos aspirations profondes pour former un tout indivisible, nous dit Minkowski, mais aussi le processus par lequel l'individuation personnelle s'accomplit, par lequel le sujet dépose, comme il le dit magnifiquement, quelque chose de concret sur son chemin. Ce dépôt n'est pas une trace dans la grande histoire, car selon Minkowski, il importe moins de construire que de donner et de se donner. Je le cite, « L'œuvre personnelle restant liée à celui qui l'a produite dans son individualité relève de l'original. Ce n'est point pourtant cette course après l'original, pour produire ce qui n'a jamais été produit encore qui anime le créateur, mais le besoin de donner de lui, de donner ce qu'il porte en lui. C'est sous cette forme que l'élan créateur lui lance son appel et qu'il suit sans avoir toutefois la certitude de réussir. Après tout, lui aussi n'est qu'un homme. » Fin de citation. Dans l'acception courante, reflux de l'esprit de géométrie et du rationalisme morbide, la signification renvoie à l'intention, nous dit Minkowski. Elle relève du plan, du projet. Or tout autre est le sens de la vie ressaisi dans l'expression « à la recherche de » et qui signale l'ouverture d'un désir ontologique qui anime de son souffle notre existence et la rend humaine, nous dit Minkowski. Et même quand le non-sens semble faire irruption, la révolte qu'il occasionne n'est précisément que le pressentiment du désir que nous aurions de vivre tout autre chose. Ainsi, si la vie a un tout autre sens, à rebours du pragmatisme et du rationalisme morbide, c'est aussi parce qu'elle comprend le devenir et l'existence, comme un co-devenir et une coexistence. Nul besoin du reste d'être physiquement astreint à un espace particulier pour être avec d'autres, puisque Minkowski, à la suite de Lavelle, nous montre que l'intimité spirituelle est ouverture à l'universel et aux autres qui sont toujours coprésents à mon expérience. L'histoire n'est ainsi pas une collection de faits au sein de laquelle il faudrait poser sa pierre, mais le déploiement d'une solidarité interhumaine meurtrie par les entailles des fermetures d'âme et des ambitions individuelles. La notion d'âme et le spirituel qui la nourrit sont alors les espaces vécus où nous faisons l'expérience de cette solidarité interhumaine, à minima dans l'expérience de l'aspiration, irréductible à la dimension psychique ou intellectuelle. Je le cite, « Ainsi s'affirme la primitive solidarité interhumaine, donnée première. Tous nous sommes appelés, en êtres humains que nous sommes, à nous comprendre, à nous entendre, à trouver un langage commun, ce qui évidemment est tout autre chose que parler la même langue. C'est que nous ne sommes point, et n'aimerions point l'être, des machines à penser, appelées à aller droit au but comme le font les ordinateurs. » Fin de citation. Le sens de la vie déborde donc les signes comme les significations, pour nous ouvrir à la vie même du sens qui affleure dans l'expression propre à toute incarnation. La caractérisation phénoménologique et cosmologique de l'élan vital et de l'incarnation, comme co-devenir et coexistence, en fait donc une condition de possibilité de la solidarité interhumaine, et partant
une condition de possibilité de l'horizon de sens de toute communauté. Communauté je tue dans la rencontre clinique jusqu'à la communauté humaine universelle et potentiellement sa communion spirituelle en Dieu. Dans le temps qu'il me reste et dans une dernière partie, je souhaiterais poursuivre cette réflexion en interrogeant précisément ces considérations spirituelles de Minkowski et leurs points de suspension. Cette dernière partie ne vise pas à contredire ce qui a été dit à propos de Minkowski, bien au contraire, mais plutôt à en approfondir les implications. J'aimerais en effet m'attarder sur la question de l'individuation personnelle et sur le télos qui semble induit par la réhabilitation métaphysique de la notion d'âme, comme par l'affirmation d'un droit de cité du spirituel en philosophie comme en psychologie, puisqu'il s'agit, nous dit Minkowski, d'établir une psychophénométaphysique. En effet, toutes ces considérations ne quittent pas jamais le sol clinique, comme pour s'élever ultimement vers des sphères éthérées. Elles rejoignent au plus profond les aspirations existentielles du sujet, aux prises avec la souffrance, la contradiction, la résistance, et l'omniprésence et la saturation d'un rationalisme morbide qui semble aujourd'hui être l'autre nom d'un processus civilisationnel. L'élévation n'est pas une fuite devant la réalité de l'incarnation ou la nostalgie gnostique d'une désindividuation. Minkowski est très clair sur ce point. Je le cite, « Élévation, mouvement vers le haut, mouvement subtil, à peine insaisissable, aérien, divin et céleste, dans son inégalable valeur même, à condition de ne pas remplacer ces derniers adjectifs par des substantifs comme on serait tenté de le faire, substantifs qui s'écartent du mouvant dans son dynamisme premier, et partant de l'incarnation. » Le refus du substantif n'est donc pas un refus du personnel, tout au contraire, il est un refus d'un attachement aux catégories du rationalisme morbide, comme pour mieux affirmer la dimension profondément processuelle et relationnelle de l'individuation personnelle. Minkowski anticipe les critiques qui pourront lui être faites de l'emploi de la catégorie du spirituel. Son scepticisme à l'endroit d'un athéisme belliqueux, son agnosticisme aussi, lui font revendiquer une notion de spiritualisme laïque dont les contours sont parfois un peu flous, ou du moins l'emploi du terme laïque est peut-être là pour signifier une différence avec Lavelle et le courant du même nom, même s'il revient dans les dernières parties du livre sur cette qualification en expliquant qu'il n'en est pas satisfait. Il me semble qu'il s'agit plutôt d'un spiritualisme philosophique ou plutôt d'une défense de la possibilité du spirituel et du métaphysique en philosophie comme source de compréhension à la fois existentielle et éthique. À côté de la vérité scientifique vient se ranger la vérité humaine, écrivait Minkowski. C'est cette vérité humaine, de l'humain, qu'il recherche, dans une perspective philosophique qui n'est pas théologique, sans pour autant raturer la possibilité d'un tel approfondissement. L'interrogation cruciale, Dieu, c'est le titre de la dernière partie, étant alors un problème limite de la phénoménologie, comme l'horizon possible du sens de la vie. Je ne m'attarderai pas ici sur la discussion implicite qui s'engage dans les dernières pages du livre avec Bergson et Lavelle sur la relation au créateur, cela pourrait faire l'objet d'une autre communication. Je préciserai néanmoins que l'intérêt de Métaphysique du devenir réside aussi dans la manière dont Minkowski réfute la critique d'irrationalisme fréquemment associée aux pensées vitalistes ou spiritualistes. Je le cite, « La vie spirituelle, la spiritualité de la vie, est ce qu'il y a de plus essentiel dans notre existence. En elle, nous retrouvons notre vrai visage, notre dignité, notre vocation. Bien sûr, nous ne saurions la détacher en tant que secteur autonome de cette existence. En suivant cette voie, les psychologues la considèrent volontiers comme un n'y touche pas pour eux, la réservant aux théologiens et aux métaphysiciens. En fait, elle s'intègre à notre vie psychique, conçue même d'une façon plus restreinte, comme le veulent les psychologues, et en la rejoignant, l'éclaire et lui donne son sens. » Fin de citation. En d'autres termes, l'emploi du terme spiritualisme ne liquide pas le phénomène de la spiritualité et ne signe pas un refus de l'individuation, y compris la plus biologique. Si l'anthropologique prime, il ne nous fait pas perdre de vue le lien qui le rattache au biologique, nous dit Minkowski, et partant à l'incarnation. Néanmoins, nous pourrions nous demander si l'influence de l'épistémologie de Bachelard ne pèse pas trop sur cette conception du spirituel et si l'imagination du mouvement ne porte pas la trace précisément d'une forme de désincarnation ou d'une déprise de l'esprit, parfois reprochée aux spiritualistes. La critique pourrait être nuancée en montrant toute l'attention que Minkowski porte à la recherche de l'action éthique qui, au même titre que la prière, comme l'indiquait le temps vécu, est le lieu même de cette expansion de l'intériorité du monde du sujet au double sens du génitif. Il me semble ainsi qu'il y aurait matière à reprendre la distinction formulée dans l'ouvrage entre l'introspection et l'intériorité pour évacuer cette critique courante du spiritualisme. L'intériorité, contrairement à l'introspection,
est le signe même de la vie. Je le cite, l'intériorité est l'apanage de la vie, non seulement de notre vie humaine, susceptible de prendre conscience de cette intériorité, mais de tout ce qui est vie. C'est ainsi que pour les êtres vivants, jusqu'au plus élémentaire, il sera question de facteurs ou de lois intérieures appelés à jouer un rôle déterminant dans leur comportement et dans leurs réactions. Ils ne sont guère le jouet mécanique de facteurs extérieurs. Et cet intérieur ne veut point dire simplement que ces facteurs siègent à l'intérieur de leur organisme, à l'instar des facteurs extérieurs qui agissent sur eux. Cet intérieur, sur le plan phénoménal, fait précisément qu'ils ressortissent tous à la vie, qu'ils sont des êtres vivants, et non pas mécaniques, en sauvegardant ainsi le caractère individuel, et nous irions même jusqu'à dire personnel, de chacun d'eux. Les modèles de manifestation vitale qu'on arrive à construire, avec beaucoup d'ingéniosité même parfois, ne sont que des modèles qui imitent plus ou moins, mais qui ne s'identifient jamais à ce qu'ils modèlent. Fin de citation. L'individuation personnelle renvoie alors à un processus d'intégration caractéristique du devenir plutôt qu'à une juxtaposition, ou comme le dit Pascal, fréquemment cité par Minkowski, il y a en nous du mouvement pour aller toujours plus loin. Mais ce plus loin fait autant signe vers l'élévation de l'action éthique et vers la vérité que vers la profondeur du pathique, dans lequel nous abîme parfois la souffrance humaine et qu'il serait vain de chercher à fuir, car, comme nous dit l'auteur, même vide d'événements, la vie continue quand même à avancer. Le télos, la fin, ne se limite donc pas à un but, au scopos, et ne s'insère pas dans un finalisme généralisé qui reconduirait la vie à une forme d'extériorité. Il est cette responsabilité de l'humain, au sein même du devenir et face à ce qui en entrave la marche. Minkowski l'écrivait déjà dans les dernières pages du traité de psychopathologie. Sur ce chemin de la vie, des ratés se produisent, c'est humain aussi. Ils se traduiront presque tous les jours par leur caractère statique, par l'immobilisation. Ils pêcheront contre la vie, appelés à rester en marche. Fin de citation. La psychométaphysique et ses points de suspension miment donc le procès de la vie humaine appelée à s'accomplir et à s'individuer dans la recherche de l'action humaine. Si Minkowski emploie à maintes reprises l'expression bâtir sa vie, celle-ci peut néanmoins nous induire en erreur si nous nous contentions d'y voir la réalisation d'une œuvre qui ne se fonde pas dans la coexistence et dans l'action. C'est bien la responsabilité qui, pour Minkowski, ultimement, élève l'homme au rang de la dignité d'un être humain, nous dit-il. Non pas celle d'une liberté absolue, qui serait celle du tyran qui, dans un orgueil démesuré, se prendrait pour son propre juge, ou voudrait de lui-même et par ses propres forces aller plus vite et plus fort, ou qui se prendrait pour le directeur, comme dira plus tard Jean Houry, mais celle d'une liberté et d'une libération personnelle et interpersonnelle qui est l'horizon et la tâche de notre responsabilité personnelle et collective pour la solidarité interhumaine. Aux résistances du rationalisme morbide fait face alors la résistance de l'action éthique dans la relation clinique comme dans toute relation. Je cite Minkowski, l'action éthique persiste et c'est la seule action qui résiste au devenir qui de ses flots gris menace de tout submerger sur son passage. Fin de citation. Action éthique qui donne alors à la vie un tout autre sens et nous permet d'affirmer avec Minkowski que la vie vaut la peine d'être vécue. Je le cite, quand des maux s'abattent sur nous, perpétrés par la main des hommes, la confiance n'abdique point. Elle se rénove et renaît, nous permet d'espérer, c'est-à-dire de vivre. Fin de citation. J'emprunterai alors pour terminer et pour caractériser Métaphysique du devenir à Minkowski lui-même les mots qu'il employait dans la préface au dernier ouvrage de Françoise Minkowska, le guide catalogue consacré à Van Gogh. Il écrivait « Dernier souffle, dernier témoignage de cette vie, de cette recherche ardente, toujours en marche. » Fin de citation. Écriture qui cherche donc moins à laisser une trace qu'à suivre et poursuivre jusqu'au bout le tracé, incarnant ainsi avec confiance et pleinement le dernier mot qu'elle aura humblement déposé. Espérance.